Bonjour les TG3. Alors aujourd'hui on va démarrer le dernier chapitre d'histoire qui va clôturer notre grande thématique sur les relations internationales. Donc on va balayer la période de la fin de la guerre froide qu'on avait vu dans l'avant-dernier chapitre, pas celui sur la France mais celui d'avant où on avait vu donc la chute de l'URSS. Et donc, il est intéressant maintenant, pour terminer, de comprendre si la chute de l'URSS correspond à ce qu'on pourrait appeler la fin de l'histoire. Certains le pensaient, que voilà, faute de combattants, le monde allait devenir plus simple. Alors c'est ce qu'on va croire, tout au moins dans un premier temps, ce qui sera l'objet de la première partie. Un seul pays reste aux manettes, les États-Unis, qu'on qualifiera de superpuissance, voire même d'hyperpuissance, et puis donc d'un monde pratiquement unipolaire. Alors les Américains n'auront pas, on va dire, l'arrogance de prendre la tête de la gouvernance mondiale, elle va le laisser bien évidemment à l'ONU, sachant que c'est quand même les États-Unis qui financent le plus grandement l'ONU, donc ils sont à la manœuvre. Mais ça a donné l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, ils ont joué le jeu de ce côté-là, qu'il y avait une espèce de gouvernance mondiale qui allait prévenir tous les dangers et qui allait être en capacité de les régler pacifiquement. Alors, on va voir que cet espoir n'aura qu'un temps, puisque dans la deuxième partie, on verra que les choses se compliquent avec de nouvelles formes de combat, et notamment le terrorisme islamiste, qui voilà, utilise de nouvelles formes de combat et qui refuse finalement ce monde qui unipolaire et qui devient aussi à leurs yeux uniforme et qui n'a pas on va dire, de socle pertinent pour eux. Le mode de vie américain n'est pas le leur, la religion de la population américaine n'est pas la leur, et donc certains extrémistes, tout au moins, vont refuser d'avoir à se fondre dans un même moule, un moule occidental. Quand je dis États-Unis, il n'y a pas que, il y a l'Europe, etc. Donc il y a un monde occidental qui domine et que certains extrémistes religieux refusent ce mode de vie, refusent ce fonctionnement économique, refusent ce fonctionnement politique et donc vont le combattre. Ce qui nous amènera dans la troisième partie à voir un peu quels sont les enjeux de la gouvernance mondiale actuelle, et pour le peu que vous vous intéressiez un petit peu au monde qui vous entoure de temps en temps, vous savez bien que c'est pas simple la gouvernance mondiale et les enjeux sont nombreux. Alors, une petite photo pour illustrer un petit peu ce chapitre que je trouvais assez, qui résumait bien un peu les choses, c'est-à-dire que d'un côté on voit un soldat américain, même s'il y en a un peu plus loin, qui voilà, a l'air seul au monde. Enfin, on ne sait pas si c'est un soldat américain d'ailleurs tout au bout, mais enfin bon, en tout cas, ils sont pas nombreux. On a un gros plan sur un soldat américain, donc je vous dis qu'il apparaît presque seul au monde. Et c'est un peu le cas dans les années 90. Les États-Unis sont un peu seuls au monde. Personne ne peut les contester, peut contester leur domination. Mais ils vont aussi, et c'est le pendant négatif, se retrouver effectivement seuls au monde, presque isolés, face petit à petit à une contestation mondiale qui voilà, n'acceptera pas que les États-Unis imposent continuellement leur point de vue, pour des raisons des fois qui sont discutables. Donc c'est une double solitude que les Américains vont traverser à ce moment-là. La solitude de ne plus avoir d'adversaire à leur mesure, tout au moins le croient-ils. Et puis finalement après une difficulté à s'imposer par rapport au reste du monde quand même, parce que voilà, le modèle qu'ils développent n'est pas accepté, n'est pas validé par tout le monde. Alors voilà, donc on va voir les nouveaux rapports de puissance et les nouveaux enjeux mondiaux, et donc là, on va arriver quasiment dans l'époque
contemporaine que vous vivez. Alors on va démarrer un peu plus tôt quand même, et notamment on va revenir à la chute de l'URSS, hein, et ce monde qui va se retrouver donc du coup dirigé par l'ONU sous l'impulsion des États-Unis. Alors vous avez, bon ici voilà, hein, on va démarrer d'ici, hein, quasiment, vous voyez encore une fois des soldats américains euh, qui ont l'air d'être un petit peu au Far West, là, hein, pas spécialement inquiets, on verra qu'ils n'ont pas vraiment l'occasion de l'être dans cette guerre, et en fond, on a l'impression d'avoir un pays à feu et à sang, là. Hein, ce sont notamment les puits de pétrole, hein, qui brûlent. C'est ici, bien sûr, une illustration de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, hein, dans laquelle les Américains vont montrer, hein, toute leur puissance aux yeux du monde, qui va véritablement impressionner, puisque bon, en 3 semaines à peu près, hein, la guerre sera pliée. Et puis, de l'autre extrémité du chapitre, hein, voilà, on a d'autres enjeux qui sont plus spécifiquement liés aux guerres, qui sont plus spécifiquement liés à des gains territoriaux, mais c'est des enjeux internationaux qui concernent l'humanité, hein, et notamment la préservation de l'environnement et des dangers liés à l'évolution du climat, pour lequel c'est de moins en moins discutable maintenant. L'action humaine n'y est pas étrangère dans sa dégradation, tout au moins. Donc, et vous avez donc de nouvelles personnalités qui émergent, hein, comme ici cette jeune Greta Thunberg, hein, qui, même si on la voit et on l'entend un peu moins depuis quelque temps, a quand même été reçue en grande pompe à l'ONU, hein, pour voilà, exprimer le point de vue de la jeunesse sur l'avenir de l'humanité. Donc, en introduction, hein, en 1991, la fin de la confrontation de la guerre froide laisse espérer un monde pacifié, hein. On a depuis la Deuxième Guerre mondiale, je serais tenté de dire presque depuis la Première Guerre mondiale, le monde est en conflit, hein, soit frontal, soit larvé, hein, dans les années 30, les années 20, les années 30. Frontal pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, mais aussi pendant la guerre froide, même s'il n'y a pas eu de guerre véritablement massive, il y a quand même eu une multitude de conflits locaux qui ont tué quand même des gens. Donc on se dit que voilà, la fin de la guerre froide, enfin, laisse entrouvrir, laisse espérer voilà, la mise en place de règles nouvelles, d'un monde nouveau et donc d'un monde de paix. Pour autant, ces espoirs vont être vite battus en brèche, hein, puisque très très rapidement, au moment où l'URSS finalement, comment dire, jette l'éponge, hein, on enchaîne sur un autre conflit, celui de la guerre du Golfe, hein, même si on va voir que cette guerre du Golfe va peut-être presque même être plus un spectacle qu'une véritable guerre. C'est une guerre qui ne va pas tuer énormément, c'est une guerre qui va être très médiatique au contraire, et qui va être finalement une espèce de vitrine, hein, de la technologie et de la puissance américaine, qui va triompher de cette guerre, je dis, en quelques semaines, et qui va peut-être même là plutôt jeter les bases de ce monde nouveau en disant, voilà, sous décision de l'ONU, avec les États-Unis à la manœuvre, voilà, les conflits maintenant seront peut-être vite pliés, ce qui va décourager peut-être certains d'en créer. Donc voilà, il y a de nouveaux rapports de puissance, hein. Alors encore une fois, je vous rappelle, la puissance est un des mots magiques, hein, de votre programme, hein. C'est cette capacité d'exercer une influence sur d'autres pays. Plus on est puissant, plus on influence les autres pays. Les États-Unis, quand ils ont décidé quelque chose, ils ont un pouvoir de l'imposer, hein, sûrement beaucoup plus important que si c'était le Luxembourg qui avait décidé d'imposer quelque chose au monde. Donc les États-Unis ont tout un panel de puissances, hein. Je reviens pas sur tous les autres cours, hein, mais on a vu le hard power, le soft power, le smart power, donc tout un panel, hein, de leviers, hein, qui leur permettent d'imposer leur point de vue.
Donc les États-Unis s'affirment, hein, avec la chute de l'URSS, comme l'unique superpuissance du monde de l'après-guerre froide, mais on verra que cette superpuissance, ben, non seulement elle va être concurrencée par d'autres puissances qui émergent ou qui vont revenir, hein. La Russie, après quelques années entre parenthèses, va se redynamiser et réapparaître sur la scène internationale, alors peut-être plus modestement qu'elle ne l'était pendant la guerre froide, mais elle redevient petit à petit un interlocuteur qui compte, notamment depuis le retour d'un pouvoir fort avec Vladimir Poutine, hein. Et puis la Chine, hein, bien évidemment, qui euh, ne cesse d'essayer d'assouvir son ambition de devenir première puissance économique mondiale, ça c'est pour ainsi dire fait, mais devenir la première puissance mondiale tout court, hein, et d'imposer son point de vue et son modèle de société au monde. Donc voilà, et puis tout ça est perturbé, hein, on le verra dans la deuxième partie, par ce terrorisme islamiste dont je vous ai parlé, je vous ai présenté les enjeux tout à l'heure. Donc, et puis vous avez ces nouveaux enjeux comme les enjeux climatiques, les enjeux des ressources, qui sont de plus en plus importants aux yeux des gens, et c'est pas probablement pas innocent ou probablement pas le fruit du hasard que, alors qu'on avait laissé un peu tomber les programmes spatiaux hein, depuis une vingtaine d'années, tous les principales puissances, hein, se remettent en branle un peu de ce côté-là, euh, avec des envies de retourner sur la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune devrait être a priori la base de départ pour les explorations de Mars, parce qu'on ne partira pas sur Mars de la Terre, mais a priori on partirait sur Mars de la Lune, parce qu'il y aurait déjà une partie de la distance qui serait faite. Et on voit que ça se précipite un peu, hein, qu'il y a pas mal de lancers, hein, de fusées, d'expériences qui se relancent entre la Chine, les États-Unis, la Russie, le Japon qui s'y met un peu, l'Inde envoie aussi des satellites, hein, depuis quelque temps. Et donc, voilà, c'est peut-être pas pour rien qu'on commence à lorgner du côté d'autres planètes, sachant qu'on a petit à petit conscience que la nôtre est en train de se dégrader dangereusement. Donc, voilà, hein, la problématique du chapitre, hein, pourquoi la fin de la guerre froide ne s'est-elle pas traduite par un apaisement durable des relations internationales? Alors on va voir qu'il y a quand même un premier temps d'apaisement, hein, mais que finalement la fin de la guerre froide avait basiquement simplifié les choses, hein. Il y avait un monde bipolaire, hein, qui était voilà, partagé entre deux grandes puissances. C'était assez simple. Maintenant, il y a même les États-Unis, hein, on serait tenté de dire, mais il n'y a plus une seule puissance en capacité de tenir en main le destin de l'humanité, et ça complique singulièrement les choses. Ça les rend tout au moins moins clairs, hein, et donc c'est ce qu'on verra un petit peu en conclusion. Alors, dans un premier temps, on va voir enfin juste la première partie, hein, cette période où les États-Unis vont se retrouver vraiment à la tête du monde, hein, donc l'hyperpuissance des États-Unis. Alors, quelques illustrations ici, hein, alors je vous laisserai regarder les documents un peu plus dans le détail, mais ici vous avez une carte qui vous montre le Moyen-Orient dans les années 90-91, avec notamment donc les points chauds, hein, le canal de Suez, hein, qui est un lieu vraiment stratégique du commerce mondial, mais vous avez aussi le détroit de la péninsule arabique, le détroit aussi le détroit d'Ormuz, hein, qui amène aussi au golfe arabo-persique. Donc tous ces pays-là, toute cette zone-là, c'est une zone pétrolière, hein, et qui suscite beaucoup de convoitises et qui nécessite beaucoup de surveillance. Donc c'est pas anodin quand l'Irak
euh, qu'on voit ici, hein, décide d'envahir le Koweït que l'on voit ici. On va dire que Saddam Hussein a naïvement cru que personne ne bougerait pour un tout petit bout de territoire, hein. Le Koweït, c'est franchement pas grand-chose. Euh, mais voilà, vous avez deux éléments importants dans cette histoire, c'est que d'un côté, ce sont deux membres de l'ONU, hein, qui participent, qui siègent à l'ONU. Donc il est évident qu'on ne peut pas laisser un membre de l'ONU qui a signé, hein, des principes, hein, pour intégrer l'ONU, qui est notamment voilà, de respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, hein. Et donc, un membre de l'ONU qui en envahit un autre, c'est pas acceptable, hein. Donc, par principe, il faut intervenir. Et puis, deuxième chose, hein, vous l'avez compris, j'imagine, par rapport à ce que je vous ai dit quelques instants auparavant, voilà, on est sur un gigantesque sous-sol pétrolier, et que si ça s'était passé en plein milieu du désert et que ces deux pays qui se seraient battus pour quelques kilomètres de sable, probablement que personne n'aurait bougé. Et là, on n'a pas envie que, voilà, si l'Irak prend le Koweït et que personne ne bouge, décide de prendre l'Arabie saoudite, ou le Qatar, ou les Émirats arabes unis. Donc il faut tout de suite montrer, sortir les dents, hein, et montrer que voilà, les choses peuvent pas, on peut pas jouer au cow-boy comme ça du jour au lendemain. Donc vous avez, hein, un extrait d'un discours de George Bush qui voilà, explique un peu ce que je viens de vous dire, hein, qu'il faut respecter les règles internationales euh, validées par l'ONU, et que voilà, ici on est dans une zone où la sécurité du monde doit être assurée et que les États-Unis n'hésiteront pas à intervenir pour assurer cette sécurité. Autre exemple, alors on voit que les États-Unis donc interviennent dans un conflit local. Autre conflit local dans lequel les États-Unis interviennent, vous voyez, les accords d'Oslo. Donc là, c'est le successeur de George Bush, Bill Clinton, qui finalement arrive au forceps à, à faire signer un accord de paix, et c'est assez historique, hein, entre Yasser Arafat, ici, le leader de l'OLP, hein, l'Organisation de la libération de la Palestine, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent chapitre. Donc, le porte-parole du peuple palestinien, hein, qui n'a plus d'État à ce moment-là, hein. Et il y a Yasser Arafat, hein, qui a toujours prôné la violence et le terrorisme, hein, pour faire entendre la voix de son peuple, qui signe ici, qui serre la main ici, hein, et qui signe donc du coup un accord avec le Premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin, et on voit bien qu'il y en a un qui est assez content, l'autre qui a l'air beaucoup plus crispé. Signer un accord international, c'est un pas clairement vers la reconnaissance de son peuple, et donc vers la reconnaissance d'un État. Et donc sous l'arbitrage ici des États-Unis, donc même, vous voyez, sur un conflit méditerranéen, ce sont les États-Unis qui interviennent aussi. Donc, sans rentrer dans le détail de chacun de ces conflits, on voit que sur des conflits locaux, voire régionaux, les États-Unis interviennent, qui montre bien leur volonté, hein, d'une part d'éteindre des mèches, hein, et d'autre part voilà, d'être en contrôle sur la planète. Donc le système bipolaire sur lequel reposait l'équilibre du monde pendant la guerre froide disparaît en 1991 avec donc la disparition de l'URSS. Je vous rappelle, on en avait, donc l'URSS avait disparu, ça a donné naissance quelques mois à la CEI, la Communauté des États indépendants, et puis tout ça va voler aussi en éclats quelques mois plus tard. Les États-Unis accèdent donc au statut d'hyperpuissance, hein. On n'arrête plus dans les superlatifs, hein. Il y avait puissance, après on a utilisé superpuissance pendant la guerre froide pour qualifier la domination de l'URSS et des États-Unis. Maintenant les États-Unis sont tout seuls, donc il faut encore trouver quelque chose de plus fort, et on parlera d'hyperpuissance. Alors on insiste un peu parce qu'en plus on dit cocorico, parce que c'est une expression qui va rester et qui nous vient d'un ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, hein, qui s'appelle Hubert Védrine. Bon, il est surtout connu pour ça. Pour la petite histoire, j'ai passé un petit moment avec lui. Je l'ai même baladé dans ma voiture, et il est
particulièrement désagréable. Donc, j'en ai pas un super souvenir de cet Hubert Védrine. Mais en tout cas, il laissera un petit peu à défaut de son nom dans l'histoire, il laissera un terme dans la géopolitique, c'est ce terme d'hyperpuissance. Voilà, alors une hyperpuissance, hein, vous imaginez qu'il faut pas avoir bac plus 10 pour comprendre, hein, voilà, c'est une domination, c'est une puissance qui s'exerce dans tous les domaines et qui, voilà, qui ne souffre d'aucune contestation de personne. Alors, les États-Unis, hyperpuissance, incontestable, incontestée, donc dans un monde qui n'est plus bipolaire puisque l'URSS a disparu et qui devient donc logiquement unipolaire puisque contrôlé par les États-Unis. Alors, par les États-Unis, pas de manière officielle, puisque je dis, c'est plutôt l'ONU qui officiellement va prendre un petit peu la direction des opérations, mais on va dire que c'est quand même clairement les États-Unis qui soufflent à l'oreille de l'ONU ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, quand l'Irak hein, de Saddam Hussein envahit le Koweït, c'est donc les États-Unis et je m'enverrai au discours de George Bush, hein, qui met clairement, qui pose clairement les choses en disant que les États-Unis vont intervenir et vont mettre en place une coalition encadrée par l'ONU, mais c'est quand même les États-Unis qui vont la diriger. C'est la première guerre du Golfe. Alors, je vais vous mettre hein, régulièrement, enfin 3-4 pareil, hein, petites vidéos qui voilà, illustreront les différents moments forts de ce chapitre. Et donc, je ne sais même plus ce que j'ai préparé, je vous avouerai. Si, ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y a un petit documentaire là sur ce qu'on va appeler l'opération, l'attaque hein, de l'Irak par les États de l'ONU. Ça s'appellera Tempête du désert. Hein. Donc vous avez un petit documentaire pas très long qui va vous parler un peu de cette tempête du désert. C'était un véritable show télévisé. Hein. On lançait des opérations systématiquement aux heures des journaux télévisés des différents pays. Donc il y avait des opérations qui correspondaient à midi chez nous en Europe, il y avait des opérations qui correspondaient à midi aux États-Unis, des opérations le soir parce que ça avait de la gueule, les missiles qui partaient en pleine nuit, ça illuminait le ciel et donc on aurait cru de beaux feux d'artifice. Et donc ça pour les informations du soir. Et vous aviez, c'était très pédagogique, hein, il y avait le général Schwarzkopf, hein, donc le général en chef des armées, donc qui était américain bien évidemment, qui contrôlait, qui dirigeait toutes les armées de la coalition, mais qui était américain, vous expliquer avec carte à l'appui ce qui allait se passer dans dans les minutes qui allaient suivre, et puis on était en direct avec le pilote de chasse qui tirait son missile pour aller shooter un hangar qu'on soupçonnait d'abriter des armes chimiques ou je ne sais quoi. Donc bah voilà, les gens, en prenant leur repas, assistaient à une guerre en direct, une guerre très propre, hein, parce que, je vous dis, c'était très pointu, c'était très précis, on ne frappait que des cibles militaires et on ne touchait quasiment pas les civils, sauf une fois, je crois, il y a eu un gros bug, il y a un missile américain qui a dû shooter un immeuble, je ne sais plus si c'était chinois ou russe, je crois que c'était russe. Et ils ont tué des Russes, et donc là on a dit ça y est, c'est reparti pour la guerre froide, et puis bon, finalement ça s'est quand même arrangé. Mais en tout cas, c'était une guerre très très médiatique. Donc on parle, oui d'ailleurs, hein, voilà, donc du coup de multilatéralisme, hein, c'est-à-dire voilà, hein, il y a eu une communauté d'États qui se sont ralliés aux volontés de l'ONU pour remettre de l'ordre dans une zone qui était stratégique et qui nécessitait justement cet ordre. Autre exemple, hein, alors c'est pour ça qu'on parle hein, aussi petit à petit des États-Unis qui vont être considérés comme les gendarmes du monde, hein, à savoir que ce sont quasiment, on considère que ce sont les seuls à être en capacité d'intervenir
où ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Donc voilà aussi un autre surnom des États-Unis dans les années 90. Et donc, comme l'opération en Irak s'est vraiment bien passée, l'Irak a battu en retraite, je vous dis, en à peine 3 semaines, donc le Koweït a été libéré. Il y a une espèce d'enthousiasme qui s'est développé et à l'ONU et aux États-Unis, on s'est mis en tête de pouvoir mettre fin, de croire qu'on pouvait mettre fin à tous les conflits qui étaient un peu encore larvés à droite à gauche sur la planète. Donc il y a ce fameux accord d'Oslo entre la Palestine et Israël qui, bah, vous le voyez si vous écoutez un peu les informations en ce moment, est loin d'avoir tout réglé, parce que des conflits, il y en aura encore régulièrement entre la Palestine et Israël. D'autres conflits aussi vont essayer d'être réglés. On part du principe que voilà, on a un monde démocratique maintenant et qu'il faut mettre fin à toutes les dictatures qui règnent sur la planète. Et donc, on a s'attaquait pas, on a décidé au départ de s'attaquer à des adversaires quand même pas pas trop virulents, et donc on est allé en Somalie, plein de sentiments, on va dire, de domination, euh, voilà, on va aller remettre de l'ordre en Afrique, chez les pauvres Somaliens. On va leur montrer ce que c'est que la démocratie et ce qu'il faut faire. Et puis ça va tourner en véritable carnage. Donc là, c'est pareil. Je vous mettrai la bande-annonce d'un film qui a eu beaucoup de succès à l'époque et qui rend compte véritablement de ce qui s'est passé en Somalie avec ces Américains pleins de sentiments de supériorité et qui vont se retrouver face à un adversaire qui était finalement beaucoup plus coriace qu'il ne le croyait. Donc ça s'appelle La chute du faucon, je ne sais plus de quelle couleur d'ailleurs il est, faucon noir je crois, La chute du faucon noir, et c'est vraiment un bon film. C'est un film de guerre, ceux qui ne sont pas fans de ça, c'est pas la peine de regarder, mais on le trouve assez facilement. Voilà. En Haïti, c'est pareil, il y avait un dictateur, on le déblaye, on met quelqu'un d'autre à la place qui, quelques années plus tard, deviendra lui-même dictateur. Donc, ces tentatives de remise en ordre à différents endroits de la planète sont sont pas des échecs, mais sont pas forcément non plus de grandes réussites. Alors, bon an, mal an, bah, la démocratie progresse quand même, et on impose finalement à certains régimes qui ne le sont pas trop à le devenir. Le plus bel exemple qu'on peut trouver, c'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Là, c'est pareil, je vous mettrai la bande-annonce d'un film Invictus, peut-être que certains l'ont déjà vu. Alors, j'ai des trous de mémoire. En plus tous ces films que je vous propose sont des films de grands réalisateurs euh, de cinéma, et notamment donc ce Invictus qui oui, est réalisé par Clint Eastwood, qui est quand même un très très grand acteur américain, de la même manière que la chute du faucon noir, je crois, j'ai imaginé noir, mais ça doit être noir, a été réalisé par Ridley Scott, qui est aussi un très très grand réalisateur qui a fait. Euh, Bah voilà, c'est fin de journée et je commence à fatiguer. J'ai des trous de mémoire. Comment il s'appelle ce film de science-fiction que j'ai trouvé très chiant, mais qui a marqué l'histoire du cinéma. Alors, il a fait un Alien quand même, ça m'a plus marqué. Mais il a fait Blade Runner, voilà. Donc, il a fait Gladiator aussi, il a fait Seul sur Mars. Donc voilà, c'est l'assurance quand même de voir un bon film quand on regarde un film de Ridley Scott. Donc là, c'est pas Ridley Scott, c'est Clint Eastwood, mais un bon film sur Nelson Mandela et puis la Coupe du Monde de rugby qui s'est déroulée. C'est le premier événement où l'Afrique du Sud, étant revenue une démocratie et permettant la libre expression aux Noirs,
à la population noire, a pu être réintégré dans le concert des nations, hein, parce qu'ils étaient ignorés, méprisés avec la politique de l'apartheid. Hein, les Africains, l'Afrique du Sud ne pouvait plus participer à aucune organisation et aucune manifestation culturelle ou sportive dans le monde. Quand Nelson Mandela a été libéré, puis élu président, ben voilà, on a de nouveau autorisé l'Afrique du Sud et euh, elle a pu organiser très rapidement la Coupe du Monde de rugby qu'elle a, ça c'est encore une belle histoire hein, bah, qui est racontée dans ce film, qui alors que c'était pas forcément une grande équipe encore à cette époque-là, a réussi à gagner la Coupe du Monde avec un capitaine blanc. Hein. Voilà, c'est l'histoire voilà, des relations entre un blanc et le capitaine, je ne sais plus comment il s'appelait, François Pinard, je crois, et Nelson Mandela, donc président noir, qui œuvrent tous les deux à essayer de faire en sorte que voilà, ça puisse être un symbole. Et certains disent que voilà, la nation sud-africaine, nation de mélange de blanc et de noir, s'est réalisée avec cette Coupe du Monde. Donc voilà, hein, je ne recommence pas tout mon laïus que je viens de vous donner. Vous pourrez mettre sur pause et puis compléter les éventuels trous que je vous ai mis dans votre chapitre. Alors je vous le donnerai hein, le cours en papier la fois prochaine quand on se verra, mais là je vous l'ai bien sûr mis, je vais vous le mettre dans le message que je vais vous envoyer en format Word pour qu'éventuellement vous puissiez le compléter si vous le souhaitez. Pas attendre que je vous donne la version papier plus tard. Voilà. Alors, les progrès de la démocratie, on les a trouvés aussi en Europe avec des réussites diverses. La chute, hein, la fin de la guerre froide a eu des effets très positifs. Hein, bien sûr, on l'avait vu dans un chapitre précédent, la chute du mur à Berlin et de manière le rideau de fer en Allemagne qui a permis voilà, de mettre fin à cette Europe coupée en deux et a permis aussi la réunification de l'Allemagne en octobre 90. Quelques dictatures d'Amérique latine vont tomber aussi parce que les États-Unis, leaders de la démocratie, mais à qui ça ne pose aucun problème de soutenir des dictatures quand ces dictatures sont favorables aux États-Unis. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont soutenu plein de dictatures qui étaient contre l'URSS. Hein. Il valait mieux une dictature contre l'URSS qu'une démocratie alliée de l'URSS. Bah, puisque l'URSS n'existe plus, il n'y a plus trop nécessité à dépenser de l'argent à soutenir ces dictateurs. Donc la CIA n'aide plus militairement ces régimes. Le gouvernement américain ne donne plus d'argent et donc ces dictatures tombent les unes après les autres. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant cette guerre froide, hein, à l'ONU, il y a un conseil de sécurité, hein, souvenez-vous, les 5 puissances majeures à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, donc États-Unis, URSS, Chine, Angleterre et France, qui étaient complètement paralysés pendant la guerre froide parce que ces 5 pays avaient un droit de veto. Il suffisait que les États-Unis proposent quelque chose pour que l'URSS mette son veto, et inversement. Hein, donc l'ONU n'a quasiment pris aucune décision pendant la guerre froide. À partir de la fin de la guerre froide, là, elle va entrer en hyperactivité, hein, puisque tout le monde va aller dans l'intérêt collectif. Et donc il y aura pas mal de résolutions qui seront prises, et notamment la première, c'est la guerre contre l'Irak, quand l'Irak va envahir le Koweït. Alors voilà, bah, vous avez ici des documents qui illustrent un petit peu ce que je viens de vous dire, les interventions chiffrées de l'ONU à droite, une carte, vous pourrez zoomer, qui vous montre un petit peu les différentes, la situation, on va dire, internationale dans les années 90, et on voit bien que les conflits, notamment les conflits intra-étatiques, c'est-à-dire les guerres civiles, hein, eh ben, touchent beaucoup l'Afrique, et c'est pas anodin, hein, c'est le continent qui s'est libéré de la colonisation, mais la colonisation ayant élaboré des frontières complètement artificielles, bah, se retrouve dans des territoires qui sont devenus indépendants, des peuples qui n'avaient rien à voir entre eux, et donc chacun veut prendre son autonomie, son indépendance,
mais tout le monde veut les mêmes bouts de terrain parce qu'il y a des terrains où il n'y a rien, puis il y a des terrains où il y a des richesses. Donc bon, c'est là pourquoi il y a pas mal de guerres civiles qui éclatent. On reviendra sur l'une d'entre elles un peu plus tard. Et donc, la guerre froide, ben, avec ces quelques moments d'espoir, ben, finalement, assez rapidement, on va voir que ben, les conflits ne s'arrêtent pas pour autant. Et on en a deux. Alors là, c'est pareil, je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que c'est très, très, très compliqué. La guerre en Yougoslavie, il y a peu de gens qui la comprennent. Et moi, je vous le dis modestement, je ne comprends pas tout. Parce qu'il y a une imbrication de tas d'éléments qui fait que ça a été vraiment, c'était un conflit très, très complexe. Si je veux la faire très simple, la Yougoslavie, c'est un pays, comme je vous disais avec l'Afrique, c'est exactement la même chose. C'est un pays qui a été créé de manière totalement artificielle. Bon, il y a une mosaïque de population en Europe centrale. À un moment donné, quand on a redessiné les cartes, hein, après la Première Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une espèce de ventre mou, là, ici, dans cette zone-là, avec une multitude d'ethnies différentes dont on ne savait pas quoi faire. On a mis tout le monde dans le même territoire et on a dit, voilà, ce sera la Yougoslavie et vous vivrez tous dans ce territoire-là. Alors, pendant la guerre froide, la Yougoslavie a été plutôt dans le bloc soviétique et donc ça ne bougeait pas, hein, c'était assez figé, les ethnies étaient rentrées dans le rang. La fin de la guerre froide et l'effondrement de l'URSS, ça a donné des idées à pas mal d'ethnies, à pas mal de pays à vouloir devenir indépendants et à pas mal d'ethnies aussi à vouloir, comme je vous l'ai dit, c'est exactement le même cas qu'avec l'Afrique, à vouloir leur indépendance, créer leur propre État qui correspond à leur propre ethnie et chacun veut s'installer au même endroit, là où il y a des richesses. Et donc, et l'autre problème aussi, c'est quand vous avez des ethnies qui sont minoritaires ou majoritaires. Les majoritaires ont plutôt tendance à vouloir exterminer les minoritaires pour avoir plus de place. Et donc, la Yougoslavie, c'est ça, c'est une espèce de poudrière, hein, comme ça a été le cas pendant pour la Première Guerre mondiale, puisque c'est là aussi qu'a explosé la Première Guerre mondiale, hein, entre voilà, plusieurs ethnies. Il y en a une qui dominait, qui était les Serbes, euh, et il y en avait deux dominantes, il y avait les Serbes et les Croates, et après il y en avait d'autres qui étaient d'obédience musulmane, d'autres plutôt orthodoxes. Donc il y avait aussi des enjeux euh, religieux qui compliquaient les choses, et bah, ça a éclaté en guerre civile avec des Serbes emmenés par un certain Slobodan Milosevic qui avait clairement l'envie d'éradiquer toutes les autres minorités pour prendre la Yougoslavie à son compte en la peuplant uniquement de Serbes. Alors, l'Union européenne, l'ONU ont essayé de nombreuses fois de négocier, ça a toujours échoué, sont intervenus dans le territoire, les casques bleus, hein, c'est l'armée de l'ONU, mais c'est pas une force c'est une force d'interposition, c'est-à-dire qu'ils sont là pour protéger des civils, mais ils ne sont pas là pour attaquer. Donc, ils sont arrivés en Yougoslavie avec l'ordre de ne pas tirer, donc eux, ils se sont fait tirer dessus comme des lapins. Et donc, quand il y a eu un nombre suffisant de casques bleus tués, eh ben, finalement, l'ONU a décidé de se retirer. Et qui a géré ça? Ben, les États-Unis. Alors, c'est pas forcément toujours très très officiellement dit, mais ça a été réglé à l'américaine, hein, à la cow-boy. C'est-à-dire que les Américains, ils ont d'abord gentiment, on n'a pas tous eu hein, sur ces accords de Dayton. Alors Dayton, c'est un bled en plein milieu du désert américain. En fait, on a emmené les Américains ont proposé aux différents chefs des différentes ethnies yougoslaves de se rencontrer sur terrain neutre, donc aux États-Unis. Bon, ils ont accepté. On les a emmenés en grande pompe aux États-Unis. Et puis après, on n'a plus eu beaucoup de nouvelles. Ça a duré plusieurs semaines. Les Américains disaient bah, ils sont en train de discuter, ils sont en train de négocier, euh, mais on n'avait pas trop de nouvelles. Et en fait, la petite histoire semble dire que bah, une fois que les différents leaders yougoslaves sont arrivés, on les a foutus dans une base militaire, donc à Dayton, hein, en plein milieu de nulle part. On leur a pris leur téléphone portable en disant voilà, vous êtes dans une salle, alors dans cette salle, vous avez une gigantesque carte de la Yougoslavie.
vous ne communiquerez avec personne tant que vous n'aurez pas dessiné la nouvelle carte. On veut bien partager la Yougoslavie, mais à vous de voir comment vous la partagez. Tant que vous n'aurez pas, vous ne vous serez pas mis d'accord sur, sur le partage de la Yougoslavie, vous ne ressortirez pas. Et donc au départ, ils ont boycotté forcément parce qu'ils avaient l'impression d'être pris en otage. Et puis finalement, quand ils ont vu que les Américains cédaient pas et qu'ils n'avaient aucun moyen de communiquer, puisqu'on leur avait piqué leur téléphone, et ben, ils ont été obligés de travailler ensemble. Alors, ça a donné des accords de Dayton, ça n'a pas tout réglé parce qu'il y a encore eu des combats derrière, mais en tout cas, ça a fait quand même avancer. Et ça a été un sacré camouflet pour l'Union européenne qui n'était pas, finalement, on a vu à ce moment-là que même l'Union européenne n'était pas capable de régler un conflit qui se trouvait à quelques centaines de kilomètres de chez eux, et que ce sont encore une fois les Américains à l'autre bout de la planète qui sont venus pour trouver une solution. Donc voilà, mais ça s'est pas bien passé, hein, puisque les Serbes de Milosevic ont massacré des populations entières, et Slobodan Milosevic va être arrêté un peu plus tard et sera condamné pour crime contre l'humanité. Hein. Vous avez, je vous laisserai lire et regarder ces documents. Hein. On a voilà, ce qu'on parle de nettoyage ethnique, hein, c'est-à-dire qu'il y avait la volonté d'éradiquer des populations entières. Et puis, vous aurez la même chose après avec le Rwanda en Afrique. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de plus en plus à ce moment-là de conflits intra-étatiques, donc des guerres civiles, hein, ce qui se passe à l'intérieur d'un pays. Et qu'il y en a de moins en moins qui sont entre États, c'est-à-dire un qui veut piquer des territoires à l'autre. Hein. Donc, ces conflits qui entraînent plusieurs pays se réduisent. Hein. Il y en a plus ou moins dans les années 90, il n'y en a que deux, je crois, hein, plus ou moins. Il y a le Pakistan et l'Inde, et puis donc il y a Israël et la Palestine, où c'est toujours pas net, mais pour le reste, après, c'est surtout donc des guerres civiles, hein, des conflits à l'intérieur d'un pays, ce qui est beaucoup plus compliqué à gérer, parce que quand vous avez un pays qui envahit un autre, l'ONU peut intervenir assez facilement. Quand vous avez un conflit qui se passe au sein d'un même pays, bah, il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce qui rend plus difficile une intervention, parce qu'on pourrait considérer que voilà, il y a une volonté d'ingérence qui, en théorie, n'est pas autorisée. Mais on ne peut pas non plus laisser des populations se massacrer entre elles, mais évidemment sans intervenir. Et donc vous avez la même chose, hein, ce qui s'est passé en Yougoslavie, vous avez exactement la même chose au Rwanda. Si vous avez écouté les informations ces dernières semaines, il y a un rapport qui a été rendu, parce que c'est toujours aussi quelque chose de douloureux, cet épisode particulièrement sanglant au Rwanda. Vous avez deux minorités, hein, les Hutus et les Tutsis, et les Hutus qui sont majoritaires se sont mis en tête d'exterminer les Tutsis et il les extermine à la machette. Hein. Donc c'est assez terrible. Et sachant qu'on sait maintenant plus ou moins que les machettes, elles ont été livrées par les Français. Donc on n'arrivait pas à vendre nos avions de chasse, là, notre Rafale on ne le vend pas, mais donc du coup on a vendu des machettes. Et dans ce rapport qui vient de sortir, fait par des historiens, il s'avère qu'effectivement la culpabilité de la France, enfin la France a sa responsabilité dans le carnage qui a eu lieu au Rwanda. Donc voilà, et je crois que le président Macron va se rendre d'ailleurs au Rwanda dans pas très longtemps. Il y a une visite qui est planifiée pour essayer parce que vous pensez bien que depuis les années 90 et cette guerre où on sait très bien que la France a joué un rôle et que la France a toujours nié ce rôle, les relations diplomatiques avec le Rwanda sont quasiment nulles. Hein, et donc voilà, le président Macron va essayer de faire le boulot, hein, et de se rendre au Rwanda, d'une part, je pense, pour, j'imagine, admettre la responsabilité de la France dans ce conflit. C'est d'autant plus facile que lui, il y est pour rien, donc il pourra le faire plus facilement que François Mitterrand, qui apparemment a baigné un peu dedans. Et puis, donc, voilà, ça qui permettrait d'être une base, hein, de nouvelles relations diplomatiques entre la France et, euh, et le Rwanda. Alors là, c'est pareil, hein,
vous enverrai un lien, vous verrez une bande-annonce d'un autre film qui s'appelle Hôtel au Rwanda. Et j'ai découvert d'ailleurs en regardant sur YouTube pour trouver la bande-annonce que le film, il y est, il est en libre accès. Il est considéré comme étant manifestement d'intérêt public. Et donc, voilà, c'est un film. Alors là, c'est pareil, hein, quand je vous ai parlé de 120 battements par minute, où il y a quand même, c'est assez chaud. Il y a des scènes quand même qui sont dures à regarder. Là, dans Hôtel Rwanda, c'est pareil, hein, c'est un film à voir, hein, si vous voulez voir un peu ce qui se passe dans l'Afrique post-coloniale, ben, voilà, vous en avez malheureusement un bel et triste exemple. Mais bon, voilà, c'est pas le film qu'on regarde à l'apéro, quoi, hein, ou entre copains pour se détendre. C'est un film il y a des images qui sont quand même assez terribles, mais qui, apparemment, d'après les historiens, est quand même très très proche de ce qui s'est passé dans la réalité. Donc voilà, 1 million de morts en moins de 3 mois, à la machette, faut y aller quand même, hein, faut de la volonté. Donc voilà, c'est le film qui raconte ce triste épisode de la guerre du Rwanda. Et là, bah, vous voyez, c'est le Rwanda, c'est l'Afrique. Donc là, les États-Unis n'interviennent pas parce que ça les intéresse pas. Donc on a là aussi les limites, hein, de ce nouvel ordre mondial qui fait que ben, on n'hésite pas à intervenir quand il y a des points des points chauds, des points qui sont qui menacent l'équilibre de la planète ou voilà qui sont proches de ressources importantes. Quand c'est au milieu de nulle part, en l'occurrence ici en Afrique, ben, les grandes puissances s'y en intéressent beaucoup moins. Donc voilà, je pense. Donc vous aurez voilà des documents que vous pourrez lire ici à gauche les 10 commandements des Hutus, hein, pour savoir comment se comporter avec les Tutsis. Et puis voilà des documents qui vous montrent qui vous parlent un petit peu du triste génocide. Voilà, eh ben écoutez, j'ai déjà beaucoup parlé, on va arrêter là. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'arrête pas comme je veux. Voilà, peut-être que là c'est bon. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a des choses à repréciser. Bah, on poursuivra en classe si jamais on arrive à se revoir un jour, hein, parce que il se passe toujours quelque chose, hein, quand vous revenez, c'est difficile de se voir. Alors je ne désespère pas, j'espère la semaine prochaine. Voilà, et bonne soirée, bonne semaine, et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse un point éventuellement en fin de semaine. Voilà, à bientôt.